Moi, j'ai une fille et un garçon. C'est beau? Non, moi, j'ai 2 filles et un garçon. Je me mets dans mes feuilles ici. Oui, dans qui donne aussi, ça se trompe sur le nombre d'enfants. C'est bon, moi je suis prête. Prêt? C'est prêt. Bon. Je vais faire ma porte. Ah oui, oui, j'ai juste ça. Désolé. Donc, vous répondez comme vous voulez aux questions. Si vous ne voulez pas répondre à une question, vous ne répondez pas, c'est tout. OK. Pas de problème. Si c'est compromettant, on répond pas. Ça peut être retenu contre vous. Donc, rencontre avec messieurs Claude et Jean-Pierre Couillard à Gaspé le 24 février 2012. Bonjour messieurs. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Donc, vous êtes frères. Oui. Puis, donc, vous allez nous parler un peu des Gaspésiennes. Vous avez grandi un peu, si on veut, avec ce bateau-là, si j'ai bien compris. Oui. Bon, d'abord, mon père est Maurice Couillard et pêcheur de génération en génération. Son père était pêcheur. Puis dans sa famille, c'est avant, je pense même l'époque des coopératives. Il pêchait à bord des barges, qu'on appelait les petites barges qui ramenaient le poisson sur la grève. Puis il tranchait le poisson, puis il mettait ça dans tout le processus se faisait dans des petits bâtiments proches de la plage. Puis il y avait même des maisons d'hiver, puis des maisons d'été. La famille de mon père avait une maison avec d'autres. C'était la même chose pour d'autres familles. Puis il y avait. C'est un peu vraiment comme des activités intégrées. Il y avait des terres à bois, il y avait des animaux, il y avait des jardins, puis il y avait l'activité de la pêche durant l'été. Puis après ça, au fil des années, le système coopératif qui s'est installé, vraiment, puis il y a eu l'arrivée des Gaspésiennes, des bateaux un peu plus gros, c'était des bateaux modernes, très modernes pour l'époque. C'est ça, mon père en a eu une, il l'a acheté directement de la fabrique du chantier, c'était la Gaspésienne numéro 7. Elle était un peu différente des autres parce qu'il y avait 2 modèles. Il y avait un modèle avec la cabine en avant, puis il y avait un modèle avec la cabine en arrière ou la timonerie en arrière. Celle de mon père avait la timonerie en arrière. Fait que, puis, nous, moi, comme mon frère, on était jeunes. On a été, je pense qu'on peut dire qu'on est tombé dedans quand on était petit. À 8-10 ans, moi j'étais à bord du bateau. J'accompagnais, à cette époque-là, ils pêchaient au large du Cap Gaspé, qu'on appelle. Ils pêchaient autour de l'île d'Anticosti, même sur la côte nord, sur le long de la côte nord. Le territoire était assez important, puis ils partaient, je pense, habituellement, ils partaient. C'était 3 ou 4 jours. 3 jours, 4 jours de pêche avant de livrer le poisson. C'était la moyenne du temps de pêche qui durait. C'était ça. 3 à 4 jours. OK. Avec on va dire, le confort qu'il y avait sur les bateaux, plus que 3-4 jours, ça aurait été ambitionné un peu. Oui, c'est ça. C'était pas la même. Nous autres, on a vu ça du début, mais c'était pas la même temps qu'aujourd'hui. Les premières fois, c'était des poêles à chauffer avec du bois. Il y avait un poêle à bois, puis il n'y avait aucun instrument de navigation à part que le compas. C'est le compas, le simple instrument de navigation. Ça fait que c'était pas. Ils ont eu des sondeuses par après, puis ces choses-là. Mais ça a commencé même avec du début, il y avait presque rien. Seulement, comme mon frère a dit, les Gaspésiennes, c'était du nouveau. C'était plus fort pour aller un peu plus loin dans la mer, puis plus gros qui étaient des barges
les barges de pêche qu'on appelait avant, les petites barges. Ça a été là. La façon dont ils pêchaient, est-ce que c'était au filet? On pêchait à palanque. Pêcher à palanque. Puis pêcher le filet qui se pêchait, ça a amené plus tard. On fait un peu, mais c'est pas mal la palanque. Puis, la seule chose qui se pêche au filet, dans ce sens-là, c'est pour prendre la peau, là, à rang, pêcher là, avec ça. C'était ça qui pêchait. Puis il y avait une capacité de cale aux alentours dans 20-25 000 livres de poissons qu'ils pouvaient mettre. Dans la cale, c'était pas mal le maximum, ça se prenait assez bien. Mais les pêcheurs, même comme mon père, ont appris beaucoup sur le tas aussi. Parce qu'il y avait quand même une différence entre faire la pêche de façon à la ligne à main qui appelait, puis de manœuvrer, je pense que c'était 4500 hameçons quotidiennement. Puis c'était une technique de pêche, c'était vraiment de la pêche, la palanque de fond goudronnée qu'on appelait. Fait qu'aujourd'hui, c'est différent, il y a la palanque est flottée, c'est différent. Fait qu'au début, il allait la palanque à la main. C'était roulé par terre, puis après ça, c'était nettoyer, il nettoyait les hameçons, il enlevait les résidus, puis il remettait ça sur des pianos à palanque, des racks communément appelés par les gens de la région. Chaque rack pouvait contenir aux environs 2000 hameçons. C'était travaillé de façon très artisanale, mais c'est une technique qui est encore aujourd'hui utilisée. Elle est moderne, elle est artisanale encore, puis c'est une technique très productive, très efficace. Combien d'années votre père a possédé ce bateau-là, la Gaspésienne? Il l'a eu, ça? Mon Dieu, ils ont eu ça, la Gaspésienne. Il l'a eu une vingtaine d'années. En fait, il en a eu deux. Il y a eu la Gaspésienne 7, qui était la première. Après ça, il y a eu celle-là de mon oncle, qui était la Gaspésienne 22, qui a eu encore après 5-6 ans. Il y a eu ça au moins 20-25 ans aussi, si on compare les deux ensemble. Autant d'arrivées des autres, les trawlers, les cordiers, là, qui arrivaient un peu plus gros. Oui, puis les cordiers, c'est une nouvelle génération. Il y a eu, au départ, c'était vraiment une pêche côtière avec les petites barges. L'arrivée des Gaspésiennes, ça a ouvert beaucoup le territoire de pêche. Ça donnait des possibilités aux pêcheurs d'aller beaucoup plus loin. Puis c'est que le bateau était plus résistant. Puis c'est ça que ça a duré 20-25 ans. Puis après ça, il y a eu, on parle pour les cordiers parce que les chalutiers, c'est une flottille de pêche à part, donc des habitudes à part, une différence de travail. Mais après l'époque des Gaspésiennes, ça a été les grands cordiers qu'on appelait. Aujourd'hui, ils appellent les grands palangriers, mais c'était des bateaux qui étaient... La forme était différente. C'était encore plus sécuritaire, plus robuste, plus d'autonomie de pêche. La période dans laquelle il va posséder la Gaspésienne, les deux Gaspésiennes, ça dépasse beaucoup la moyenne des gens qui vont avoir eu les Gaspésiennes. C'est d'habitude la moyenne que j'ai vue par les listes de gens qui ont possédé les Gaspésiennes, c'était entre 3 et 5 ans. Fait qu'il y avait un amour pour ce bateau-là qui dépassait peut-être le... Oui, ben c'était un pêcheur, on va appeler. C'était un gars qui a persisté dans la pêche. Il y en a qui ont persisté moins longtemps. C'était un métier qui était assez dur. Il y a du monde qui ont eu des bateaux qui ont persisté moins longtemps. Lui, il a usé, comme je vous dis, la Gaspésienne numéro 7. Après ça, il a passé une dizaine d'années encore, pas 10 ans, mais 5-6 années dans la Gaspésienne 22. Avant que c'était un pêcheur. Il a pêché toute sa vie, puis il a suivi le temps que les Gaspésiennes, comme on dit, qui ont arrivé, qui étaient le moderne du temps, pas ça les autres bateaux. Mais lui, il a persisté dans la pêche. C'était un gars qui persistait, puis ça fait qu'il a usé, il les a usés, d'ailleurs. Est-ce que vous vous souvenez de la conversion? Parce que si c'était le numéro 7, la cabine de pilotage était à l'arrière, puis elle va être transférée à l'avant.
Ben, je ne sais pas à quel nombre qu'ils les ont transférés, mais c'est ça. Ils ont fait les premières. Je sais que les cabines étaient en arrière, quand le pilotage, la roue puis, était à l'arrière, puis les couchettes étaient en avant. Puis la 22, ben, la roue pour gouverner, le poste d'équipage était en avant, avec tout était en avant des choses. Je ne sais pas à quel nombre qui ont changé les dernières qu'on a. Après celle-là, la 7, nous autres, c'était la plus vieille qui avait la cabine en arrière. Après ça, les autres qui sont venus, c'est des cabines en avant. C'était, je pense qu'ils en ont fait 5 ans. Oui, non, c'est parce qu'il y en a qui ont fait convertir au chantier ici à Gaspé. De la cabine du poste de pilotage arrière vers le poste de pilotage avant. C'est ça que je voulais savoir si vous aviez. Ça vous disait de quoi, ça? Parce que la numéro 4, elle avait été changée comme ça. Oui, c'est ça. Le poste est venu à Gaspé au chantier de M. Tu as dit le nom? Gourdeau. Puis il avait transféré le poste de pilotage à l'avant. C'est que, comme moi, de ma connaissance, ce que je vous dis, c'est que les premières avaient été faites avec la cabine en arrière. Puis après, à un moment donné, je ne sais pas pour quel choix ils sont mis à faire les cabines en avant, avec les couchettes et tout ce qui se passait. Le dernier ils avaient le moteur en arrière, puis ils ont transféré les cabines en avant. De quelle quantité, si c'était la 7e ou c'était je ne sais pas si la 7 c'était la dernière qui a été faite avec la cabine en arrière, après ceux qui ont transféré en avant, ça je ne peux pas te dire. C'est juste pour savoir s'il y avait eu la conversion sur le bateau existant déjà fait. Ouais. Mais nous autres, quand on les a eus, les conversions ont resté pareilles. Okay. Ça a été là. Puis, qu'est-ce qui est advenu de ces Gaspésiennes-là? Ben, c'est ça. C'est comme il a dit. Mon père, l'assiette, elle a été usée avec le temps. Elle a venu à un moment donné que ça. Elle a venu. Ça a été usé, si tu veux. Fait que mon oncle, qui avait eu un bateau, un chalutier, qu'on appelle un bateau qui était plus gros. Fait que la sienne était plus jeune. Ça a été de 7 à 22. Puis elle était en meilleure qualité. Fait qu'il a changé pour la 22e, puis il l'a eu à 4-5 ans. C'était ça que l'autre, après ça, c'est ça. Ça a été abandonné, vendu à d'autres petits pêcheurs ou à d'autres, puis ça a été changé de main. Après ça, c'est parti. Je ne sais pas ce que c'est qu'ils en sont devenus. Okay. Ben, elle, la 22, je pense, c'est celle-là qui s'appelle la Noé, qui est sur le parc industriel de Rivière-Nord aujourd'hui. Là. Ils ont fait un voilier avec, puis pas trop s'ils n'ont pas fait un film avec ça ou quelque chose. Ces bateaux-là, la plupart du temps, ça a été reconverti dans des choses de même. Il y en a une, la 22, c'est celle-là qui est sur le parc industriel à Rivière-Nord. Le parc des bateaux, elle reste là. Ils ont fait un genre de voilier avec, là, puis toutes sortes de... C'est ça qui s'est passé. C'est une conversion qui est assez fréquente. Oui, c'est ça. Après que ça avait eu une vie utile pour la pêche, ben là, des fois, c'était une sorte de personne qui achetait ça pour faire de la plaisance ou d'autres choses. Est-ce que vous avez des petites anecdotes ou des souvenirs? Ben, on en a toujours. Justement, moi, je me souviens, la première année que j'ai embarqué comme homme de pont à bord de la Gaspésienne 22, je pense que j'avais 15 ou 16 ans, le premier voyage qu'on avait fait dans le printemps, M. Dunn, qui est ici, s'était perdu à cause d'une tempête énorme avec son frère. Puis nous, on était au large du Cap-Gaspé, on était à peu près à 4 heures au large du Cap-Gaspé, puis on était plein de poissons. Puis en rentrant, on l'avait vraiment trouvé difficile. Le feu avait pris à bord, et on avait réussi à éteindre le feu. Et puis, quand on est arrivé dans la baie de Gaspé, aujourd'hui dans le parc Forion, au petit quai de Grande-Grève, le frère de M. Dunn était là, puis il était vraiment en panique parce qu'il était avec le fils, le jeune garçon de M. Dunn, puis il était sûr qu'ils nous ont posé des questions si on n'avait pas vu un bateau. Fait qu'on a dit non, on ne l'a pas vu. Mais puis ils les ont retrouvés le lendemain, je pense à une quinzaine de milles au large de l'île Bonaventure. Il avait réussi mais le bateau était défoncé, mais il avait réussi à survivre. Fait que ça, c'est un souvenir que je me rappelle de la première année que je suis embarqué comme homme de pont. Mais par contre, j'ai commencé à aller à bord du bateau de la Gaspésienne de mon père
j'avais 10 ou 11 ans. Puis peut-être un peu moins parce que l'intérieur pour vivre, c'était vraiment pas grand. Il y avait 4 places. Puis moi, j'étais le 5e, ça fait que l'endroit où on m'avait trouvé pour dormir, c'était vraiment pas grand. Puis je réussissais à dormir plus ou moins bien, mais le souvenir est très très bon parce qu'on, surtout si on allait du côté de l'île Anticosti, on faisait la journée de pêche, puis la nuit, le soir, on rentrait jeter l'ancre le long de l'île, fait que c'était vraiment agréable. Puis à cette époque-là, il y avait vraiment du poisson. On arrivait le soir, on pouvait même faire la pêche à la ligne à main. Fait qu'on attrapait du flétan, de la morue, puis c'était agréable. Fait que moi, je garde un très très bon souvenir de mon enfance à bord des Gaspésiens. Et vous, monsieur? Ben, c'est mon frère a un meilleur souvenir comme moi. On garde des bons souvenirs de ces époques-là. On va dire, c'était une vie de pêcheur. Hein? C'était du soir au matin dans la pêche, d'une saison à l'autre. C'était des souvenirs qu'on peut se garder un peu. C'était une vie de pêcheur. On va dire. Vous devez bien avoir une prise à nous parler. Vous devez bien avoir pogné. Là, on a entendu parler d'un flétan de 600 livres. Est-ce qu'il y aurait mieux... Ben, nous autres, on n'a jamais pris flétan de 600 livres parce on était, en tout cas, mon souvenir, on en a un flétan, ce qu'on disait, un flétan de 8 pieds, ça pèse 300 livres, mais éviscéré. Mais c'est certain qu'il y en a qui ont pris sûrement beaucoup plus gros que ça. Je ne sais pas, Claude, si tu as quelque chose à dire là-dessus. Ouais, ben, c'est comme tu dis, moi, nous autres, on n'a pas eu la chance de prendre 600 livres. On veut toujours en prendre des gros, on a pris au-dessus de 300 livres. C'est gros. 8 pieds. On ne s'est pas rendu à 400 livres. On a pris des beaux poissons, des beaux flottants. On en a pris en quantité aussi. Mais, capable de faire une coupe de bourre-pas avec ça. Oui, c'est ça. Ben, aujourd'hui, la pêche, encore aujourd'hui, a changé. Les marchés sont plus pareils, mais avant, tu avais une ambition, si tu veux, pour prendre un gros poisson, un gros flottant ou quelque chose. Moi, j'avais toujours l'ambition de prendre un flottant de 400 livres, puis je ne l'ai pas pris. On a approché, là. On n'a pas pris, on ne s'est pas rendu à 400 livres. Aujourd'hui, ben, la pêche, le monde, il cherche moins les grosses prises parce qu'il y a une catégorie de poissons qui, le prix est meilleur. Puis c'est dans celui-là que tu ne le prends pas dans les mêmes eaux et ainsi de suite. Ça fait que c'est moins porté à aller chercher les gros. Dans ce temps-là, ben, le prix était, puis pour les gros, s'il n'y avait pas de. C'était le bon prix, puisque le poisson était gros. Puis il y a des ambitions de prendre un gros poisson. Dans les tavernes, il y en a eu beaucoup de 600 livres. Il y en a eu même 700 livres. Puis, est-ce que vous êtes resté à la pêche après C'était moins payant. Après les Gaspésiennes? Oui. Ouais, moi, j'ai pêché dans les poissons de fond qu'on appelait jusqu'au moratoire de la Maurie, même après ça, parce qu'on a eu le droit encore à pêcher d'autres. Puis en ce moment, moi, je pêche encore. Aujourd'hui, je pêche la crevette. Je suis encore un pêcheur. En fait, la pêche continue. Mais dans les poissons qu'on pêchait, c'était la principale, c'était la morue. Puis à un moment donné, ça a été en moratoire, puis c'est là qu'on a changé. Aujourd'hui, il y a eu une base de poissons. Aujourd'hui, ça se replace un peu, puis les façons de travailler sont différentes. Mais il y a eu une base de poissons après le moratoire de la morue qui a fait que plusieurs ont changé de sorte de pêche. Moi, aujourd'hui, je suis rendu un pêcheur de crevettes, puis je pêche les crevettiers. Moi, je suis resté dans le domaine de la pêche, mais c'est plus avec un accent aigu qu'un accent complexe. OK. Non, c'est blague à part. Je suis directeur d'une association de pêcheurs. C'est une association de bateaux, de semi-hauturiers. Fait que le rôle que j'ai avec cette association-là, c'est de travailler aux intérêts des membres de l'association. Il y a beaucoup de dossiers importants pour faire, je dirais, tout ce qui touche la rentabilité. Aujourd'hui, on parle beaucoup de développement durable, on parle de sélectivité, on parle de qualité de produits, puis on parle de ressources quand même, je dirais pas limitées, mais il faut gérer la ressource de façon à ce que les générations futures, que l'industrie de la pêche, il y a un lien depuis toujours avec
avec la culture. Ici en Gaspésie, vous en avez la preuve avec M. Dunn puis avec M. Poirier. On a un lien culturel qui est différent des grands centres. Donc on a les yeux depuis toujours tournés vers la mer. On cherche à découvrir, on cherche il y a un côté de liberté, un côté d'aventure. C'est vraiment une approche, je dirais, c'est socio-culturel. C'est-à-dire que dans mon rôle en tant que directeur aussi, c'est d'essayer de collaborer à ce que sera la pêche de demain puis en gardant des éléments de notre patrimoine culturel de la pêche. La pêche est devenue beaucoup plus industrialisée. Depuis le premier moratoire sur les pêches de 1993, ça a été, je dirais, l'effondrement, c'est presque une descente aux enfers que la communauté gaspésienne, non seulement la communauté gaspésienne, mais aussi bien Terre-Neuve que les provinces maritimes, le Nouveau-Brunswick et l'île du Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, les populations des communautés côtières se sont vidées. Et ça a créé beaucoup de malaise au niveau des familles, au niveau de l'économie. Aujourd'hui, je pense qu'on peut dire qu'on est dans un tournant. On est en train je pense que les bases sont jetées pour une nouvelle industrie, une nouvelle formule de voir le développement de la pêche dans un contexte beaucoup plus positif que ce qui est... vous savez, on a connu l'époque des pêches miraculeuses. Si on recule 50 ans, 100 ans en arrière, il y a eu des sociétés qui ont exploité les pêcheurs, qui ont exploité les communautés, des communautés qui vivaient de l'industrie de la pêche. On a connu des développements à travers les coopératives qui a eu des très très bonnes périodes. Il y a eu l'effondrement des stocks de poissons après on a connu les pêches miraculeuses, des bateaux qui rentraient pleins. Il y a eu de la surexploitation. On a beaucoup mis... on a beaucoup responsabilisé le pêcheur comme étant celui qui a contribué au déclin. Mais tout le monde, c'est la conséquence d'une gestion globale. Puis aujourd'hui, on est en train de remettre sur pied. Puis je pense que avec les fonctionnaires, avec les scientifiques, avec les pêcheurs, c'est une gestion intégrée. Puis je pense qu'on est sur la bonne voie. Voilà. Ça a bien répondu à mes interrogations. C'est exactement ça qu'elle voulait. Ce serait le fun pour finir, on est comme, c'est quoi la pêche actuellement, là, puis... Vous avez fait un beau... Partir du début à aller jusqu'à... De la blague jusqu'au sérieux. C'est ça. Ben, c'est parfait. Moi, j'ai pas Non, mais chez moi aussi, parce que moi, j'ai pataugé beaucoup dans toutes sortes de choses, mais celui qui a vraiment, comme mon frère, c'est quelqu'un qui a commencé dans une période où la pêche était vraiment très artisanale. Puis, il y avait, même il a commencé 3-4 ans avant moi, il a vu des choses que moi, j'ai de la difficulté à saisir dans l'évolution. Des gens comme M. Dunn et M. Poirier ont connu une époque où des pêches, où il y avait des embarcations avec des moteurs Acadia. Il n'y avait pratiquement pas de quais. Après, on a construit les quais. Il y a eu autour des plages, même à Grande-Vallée, Petite-Vallée, Cloridum, il y avait des barges. Les gens sortaient le matin, ils allaient souvent ce qu'on appelait à la drive. Ils allaient pêcher en drive le poisson pour appâter les lignes durant. Ils revenaient souvent s'ils réussissaient à capturer assez tôt les appâts. Puis ils repartaient au jour pour faire leur pêche. C'était la vie du temps. Puis c'était une activité qui était
intégré parce qu'il ne faisait pas juste la pêche. Il y avait la pêche, il y avait des terres, il y avait du bois. Donc, moi, du côté de ma famille, des Couillards, il y avait 2 maisons. Il y avait la maison d'été au bord de l'eau. La raison pour laquelle c'était au bord de l'eau, c'est parce qu'ils pouvaient voir la température. Puis la maison, l'autre maison était un peu plus à l'intérieur des terres. Fait que comme ça, ils ne pouvaient pas voir si la journée était propice à la pêche ou non. Fait que, puis toutes les installations du poisson, c'était au bord de la plage, sur la grave. Il y avait des salines à poissons, il y avait des entrepôts pour garder le poisson. Ça fait qu'ils tranchaient. Ils rentraient de la pêche, ils tranchaient le poisson, ils mettaient ça à travailler parce que c'était un poisson de la morue, légèrement salé. Puis c'était pas... on dit que c'était comme préparer un vieux fromage. Ça prenait presque un mois à préparer. Il fallait le trancher, après ça, il fallait le laisser travailler, que l'humidité sorte du centre vers les... Après ça, ils mettaient en pile pour arriver, après ça, que une fois l'humidité qui était sortie, ils mettaient ça sur des vigneaux. Puis il ne fallait pas que le soleil chauffe trop. Si le soleil était trop chaud, ça brûlait la chair. Fait, comme ça, il y avait tout un système pour faire un produit fini qui était vendu à l'extérieur du Canada, en Italie et dans les Antilles. Qui était, là, aujourd'hui, ça se vend toujours, ce procédé de transformer le poisson à l'air pur existe toujours, mais ça s'en va tranquillement. Comme toute bonne chose a une fin. Je vais finir sur une note de poésie. C'est bon. Ben, merci beaucoup. Moi, je demande Oui. peut-être juste, peut-être que vous ne pourrez pas me répondre, là, mais est-ce qu'il y avait souvent des accidents de travail sur les bateaux ou est-ce que c'est des choses qui arrivaient? Ou... Oui, c'est des choses qui arrivaient, mais on n'a pas été des gros accidents de travail. Là. On n'a pas été... il n'y en a pas eu tellement. On n'a pas eu tellement. C'était un métier, comme on va dire, on a appris, comme mon frère disait, sur le tas, mais qu'on a appris à bien faire pareil, avec l'expérience d'ouvrage, puis de la mer, parce que c'était du monde qui avait vécu la mer, puis connaissait la mer, connaissait les dangers, puis tout ça. On n'a pas été éprouvé d'avoir beaucoup de pertes de vie ou de choses comme ça, de la pêche, du métier de la pêche, du vrai métier de la pêche, là, on va dire, s'en aller sur la mer, puis d'avoir des accidents, on n'a pas eu beaucoup. Pas eu Tu devrais raconter ton naufrage. Bon. Oui. Non, c'est quelque chose que je parle pas. Un Gaspésien, ça ne fait pas de naufrage. On compte ça Il y aurait pu, mais des pertes de vie ou des choses, on va dire, de grosses. Il y en a eu, mais il n'y en a pas eu de quantité. Pour le nombre de. Parce que c'est des vies complètes sur la mer. Hein. C'est des vies complètes avec des embarcations avec toi, avec 4 à 5 hommes d'équipage qui partaient, comme on dit, par 4 à 5 jours. Puis à un moment donné, on s'est éloigné assez pareil, assez loin des côtes, on va dire, c'était toujours. Il n'y a pas eu de grosses pertes il n'y a pas eu de perte de vie, puis tout ça, trop dangereuses, on va dire, en grand nombre pour ce que c'est qui s'est passé. Ça n'a pas été trop... Parce qu'il y a l'élément de sécurité qui actuellement est omniprésent sur les bateaux, avec les bateaux les canaux de sauvetage, avec les bouées, toutes des choses qui... Oui, c'est ça. Quand vous avez commencé sur les Gaspésiennes, il ne devait pas avoir... Non. C'est des choses qu'aujourd'hui, ben le monde, c'est ça, il y avait une expérience que tu pouvais t'emmener, un doré ou quelque chose pour que tu t'étais mal pris, mais il y avait une assez bonne expérience, si tu veux, de pêche et de vie de la mer, qu'on a passé sans avoir trop d'épreuves là-dedans. Aujourd'hui, ben, il y a toutes sortes de moyens de sécurité avec les radios, toutes sortes si t'arrive quelque chose, ben, tu vas être prévenu plus vite. Là. Mais dans ces temps-là, ça a été, il n'y a pas eu il y en a arrivé des accidents, mais ça n'a pas été des gros accidents ou des choses de perte de vie ou ces choses-là. Quoi qu'il y en a eu pareil. Puis, en lien avec la météo, est-ce qu'il y avait des savoirs particuliers qui... Ah ben ça, faudrait que depuis 20-25 ans, on est habitué au moins 25 ans et plus à travailler avec... C'était plus dans le temps de mon père puis de mes oncles.
eux autres, ils ont gardé, ils se fiaient sur le soleil, puis les astres, pour avoir puis les temps de l'année. Il y avait toujours tel temps qu'on entendait parler, ben là, il va y avoir une tempête, c'est le coup de temps de tempête, le coup de vent qui était pour venir, qui était habitué de venir. Mais aujourd'hui, nous autres, on se fie à la météo, on a oublié ça. OK. Tu parles du savoir traditionnel. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est sûr que c'est un savoir qui se perd. C'est devenu presque un mythe. Ça se parle sur les quais. Mais c'est sûr que c'est une connaissance qui était là, qui avait, au niveau de la productivité des bateaux. Il y a beaucoup c'est une connaissance qui se transmettait de génération en génération. Aujourd'hui, c'est dommage que c'est pas quelque chose qui a été pris en compte par les milieux institutionnels, au niveau former les gens. Parce que même au niveau scientifique, il y a beaucoup de choses que les pêcheurs, par habitude, sont au courant. Puis que c'est pas toujours considéré. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'informatique, il y a toutes sortes de choses, puis ça se perd. Mais encore avoir des bateaux où les fils sont avec, ou des gens qui reçoivent une certaine formation qui est transmise depuis toujours. Ça existe encore, de moins en moins. Des fois, je pense que ça relève du mythe ou de la légende. Mais c'est quelque chose qui a beaucoup servi. Imaginez, il y a 50 ans passés, où il y avait... la plupart n'avaient même pas de boussole. Peut-être 100 ans qu'il y avait. Fait qu'imaginez la connaissance des gens à l'observation. Ben, merci beaucoup. Je pense que... Ça fait plaisir. C'est bien. Merci. Je peux